Salut les judokas, comment s'entraîner, comment entraîner des futurs champions, comment s'entraîner soi-même, comment entraîner ses élèves. C'est le sujet d'aujourd'hui avec cet ouvrage proposé par Patrick Roux, qu'il a sorti il y a quelques mois et qui est d'ailleurs le premier d'une série de 3, qui s'intitule Entraînement cognitif et analyse de l'activité. Alors le titre peut paraître un peu compliqué de premier abord, mais c'est justement l'objet du livre, de nous expliquer en fait ce que veut dire le titre et pourquoi il l'a appelé comme ça. Je vais m'en servir comme fil rouge. On a 4 mots: entraînement, cognitif, analyse, activité. Et on commence dès maintenant avec le premier mot, l'entraînement. Donc là, ça va parce que ça nous parle. Il s'agit bien de nous expliquer à travers tout cet ouvrage comment s'entraîner ou comment entraîner ses élèves ou ses athlètes pour gagner en efficacité et en performance, sachant qu'il ne réserve pas cet ouvrage uniquement au haut niveau. Alors évidemment, vu son parcours, donc pour rappel, Patrick Roux a été en équipe de France jusqu'en 88. Il redit un petit peu son parcours au début. Et après, il a entraîné l'équipe de France junior d'abord. Il a été pour une Olympiade à entraîner l'équipe d'Angleterre, avec laquelle il a réussi pour les JO de Londres 2012 à ramener 2 médailles, alors que les judokas de mémoire anglais de 92 à 2012 en avaient ramené qu'une en 2000 à Sydney. Il a été sur 2 Olympiades en Russie. Bref, vous retrouverez son parcours là-dessus. Alors c'est vrai qu'il a énormément baigné dans le haut niveau, mais on sait aussi, il y en a beaucoup qui ont pu le croiser en stage ou sur des cours classiques tout public. Donc vraiment cet ouvrage s'adresse autant pour les entraîneurs ou les judokas de haut niveau que pour les loisirs. Et d'ailleurs j'en suis la preuve parce que moi je suis une loisir et j'en ai profité énormément pour moi-même et c'est pour ça que je vous le recommande aujourd'hui. Cela dit, c'est vrai que les professeurs, les entraîneurs, les coachs trouveront évidemment largement leur compte, ainsi que les ceintures noires, ou en tout cas les judokas qui ont déjà un niveau d'avancée et qui cherchent vraiment à optimiser leur entraînement, peut-être avec un peu des méthodes nouvelles. Là, c'est sûr que vous trouverez votre compte, que vous soyez compétiteur ou non. Alors là aussi, ça parle pas mal de compétition, mais même si on n'est pas compétiteur, on va tout ce qui est dit là-dedans, ça s'applique au randori sans aucun problème, je pense. Maintenant, pour les débutants, du moins les ceintures de couleur, eh bien, je suis convaincue aussi que tout ce qui est dedans pourrait s'adresser à vous. La seule difficulté, c'est que le vocabulaire et les notions employées sont un petit peu difficiles parce que si on ne les a pas vécues dans notre judo, ben c'est compliqué de les comprendre, voire même parfois on peut ne même pas voir ce qu'on ne comprend pas. Et je m'inclus dedans parce que je sais qu'en le lisant, il y a des moments pour moi c'était pas simple, parce que je pense que Patrick Roux, ayant son expérience de haut niveau, avait un niveau de détail, d'analyse de nuances que je ne pouvais pas forcément percevoir. Et je pense qu'il y a même des choses qui m'ont échappé. D'ailleurs, pour l'anecdote, je l'ai lu 2 fois en 6 mois et déjà la deuxième fois, j'ai eu une toute autre compréhension. Donc je pense que si je le relis encore dans 1 an ou dans 2 ans, j'aurai encore une autre compréhension. Mais tout ça pour dire que les débutants, tout ce qui est là-dedans, pour moi, concerne vraiment l'apprentissage des débutants. C'est juste qu'à la lecture, ça ne sera pas forcément facile d'avoir une compréhension fine du fait que vous n'avez pas forcément expérimenté dans votre judo tout ce dont Patrick Roux parle. Cela dit, comme je le disais, ça s'adresse au professeur, donc l'idée c'est que le professeur puisse faire l'intermédiaire entre le bouquin qu'il prend pour lui pour savoir comment vous apprendre, vous transmettre le judo à vous débutants. Donc au final, c'est un peu un livre qui s'adresse à tout le monde. Petite parenthèse quand même pour les débutants, parce que ça m'a vraiment fait sourire. Pour ceux qui sont dans le programme Judo Couleur, ou peut-être ceux qui vont le rejoindre, eh bien, vous verrez que j'ai exactement la même démarche. Donc c'est aussi pour ça que le livre m'a beaucoup plu. C'est que j'ai ce programme Judo Couleur pour les débutants, je l'ai sorti en mars 2021. Je ne connaissais pas du tout encore ce livre qui n'était pas sorti, je crois. Et je m'aperçois que j'avais vraiment la même démarche de transmission et d'enseignement que je retrouve dans ce livre. Et en fait, il n'y a pas de mystère, c'est tout simplement que j'enseigne et je transmets aux débutants de la façon dont moi, j'ai besoin qu'on m'enseigne pour avancer et progresser. Et c'est exactement ce qu'on retrouve là-dedans. Alors, Patrick Roux resitue sa proposition d'entraînement, dont on va parler tout au long de la vidéo, dans un fil historique. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant parce que d'abord, on apprend plein de choses. Et puis surtout, on comprend comment, tout au départ, Jigoro Kano avait constitué, lui, ses entraînements, la pratique du judo, l'approche adoptée, l'approche pédagogique, pour permettre aux apprentis judokas d'apprendre correctement et surtout efficacement cette discipline qui était nouvelle. Elle venait du jiu-jitsu, mais elle était nouvelle. Et Patrick Roux nous rappelle, alors avec beaucoup plus de détails que ce que je vais vous dire là, mais combien, notamment la pédagogie du randori, que Jigoro Kano avait vraiment placé au cœur, était révolutionnaire à l'époque, à cette époque des jutsu, donc qui étaient plus les techniques de combat plutôt que la voie de la souplesse, les techniques de souplesse. Et donc les jutsu, on était plutôt dans l'enseignement de technique. Et là, Jigoro Kano a une approche pédagogique qui est vraiment totalement nouvelle. Et moi, j'avais pas eu conscience à quel point c'était assez révolutionnaire pour l'époque. Donc c'est vraiment intéressant à lire. Ensuite, il continue dans le fil historique en nous expliquant comment nous, en France,
On n'a pas reçu ce type d'entraînement, entre guillemets, à la Kano et puis après au Kodokan, à la Kodokan, cette pédagogie très forte que Kano avait proposée autour du randori, puisque nous, en fait, le judo français s'est développé sous Kawashi, un maître japonais qui venait pas du Kodokan et qui lui est arrivé plutôt avec une pédagogie, une approche de répertoire de techniques à apprendre, très codifiée, très classée, avec des familles de techniques pour qu'on s'y repère et qu'on puisse s'y retrouver. Mais du coup, c'est une pédagogie très différente. Et d'ailleurs, quand Abe est arrivé, maître Abe, qui est arrivé un petit peu plus tard après Kawashi, dans le sud de la France, à Toulouse, et qui, lui, venait du Kodokan, eh bien, les judokas ont pu voir que c'était une approche complètement différente. Ils découvraient comme un nouveau judo. D'ailleurs, c'est un petit peu, voilà, il y avait ceux qui étaient plutôt pour le style de Abe, d'autres qui étaient plutôt fidèles à Kawashi. Finalement, nous, donc Patrick Roux explique tout ça en détail très très bien. Finalement, nous, la Fédération française, plutôt par fidélité à Kawashi, a continué à suivre un peu ce type d'enseignement par répertoire technique. Patrick Roux continue avec l'histoire beaucoup plus récente, le moment où on a commencé à avoir une approche pédagogique par système d'attaque. Donc aujourd'hui, ça nous paraît évident de parler d'un système d'attaque. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas le système d'attaque, en gros, c'est l'idée de former le judoka à repérer dans quel cadre, dans quel type de technique ou quel type de kumikata il va se sentir fort, ça va lui correspondre le mieux. Et comme ça, on va pouvoir développer, renforcer son système d'attaque. Donc idéalement, on a un spécial avec des prises complètes, des techniques complémentaires pour aller dans plusieurs directions. Bref, on va en fait découvrir son propre judo sous forme de système d'attaque. Hein. En gros, je résume rapidement. Et donc du coup, Patrick Roux nous explique à quel moment l'approche pédagogique par système d'attaque arrive, parce qu'en fait, avant, ça n'existait pas du tout. Et du coup, d'ailleurs, il le dit, à l'époque où c'est arrivé, c'était aussi assez révolutionnaire comme nouvelle façon d'enseigner, de transmettre et de travailler le judo. Et là, aujourd'hui, c'est l'objet de ce livre, c'est que lui, il propose encore quelque chose, entre guillemets, de révolutionnaire, en tout cas de quelque chose de très différent. Donc, sans mettre du tout à la poubelle ni le répertoire technique, évidemment, ni le système d'attaque, que lui trouve très intéressant et utile, mais comme il l'explique très bien tout au long du livre, incomplet. Et en fait, d'après lui, si on développe entraînement cognitif, analyse de l'activité dont on va parler dans cette vidéo, et vous aurez tout le détail dans le livre, eh bien, on peut largement améliorer l'efficacité, la performance d'un entraînement et les résultats sur le tatami en combat. Alors, qu'est-ce qu'il propose justement? Venons-en au deuxième mot, cognitif. Là, il y a tout un chapitre assez important qui reprend ce que veut dire ce mot, cognitif, et comment on peut s'en servir, avec notamment des exemples pris dans d'autres sports, ce que j'ai beaucoup aimé. L'idée étant de s'intéresser aux sciences cognitives pour s'en servir à l'entraînement de judo et optimiser notre entraînement. Juste une mini parenthèse, si là tout de suite maintenant tu apprécies la vidéo, abonne-toi ou au moins mets un petit pouce parce que ça aide l'algorithme à présenter la vidéo à plein d'autres judokas et moi ça m'encourage. Merci. Donc bien sûr je ne vais pas réexpliquer tout en détail avec la justesse et les mots précis qu'utilise Patrick Roux ce que signifie cognitif et tout ce qu'on peut faire autour de ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est l'idée que l'apprentissage, il est, j'ai envie de dire, multivectoriel. C'est pas un terme utilisé par Monsieur Roux, mais on va dire ça, l'apprentissage est multiple. Il passe par plein de sens différents. Que le cerveau, qui est bien meilleur que la meilleure des meilleures intelligences artificielles, va agréger, il va pouvoir capter toutes ces informations par tous ces différents sens et en tirer de l'apprentissage en nous donnant cette immense capacité d'adaptation. Donc en fait, tous nos sens, les sens au niveau sensoriel bien sûr, mais aussi tout ce qui est par exemple mémoire, langage, raisonnement, résolution de problèmes, prise de décision, perception, attention, etc. Tout ça, le cerveau va pouvoir l'utiliser pour faire un aller-retour incessant entre une action où je m'adapte à mon environnement et une perception de l'information de mon environnement. Et c'est cet aller-retour sans cesse qui fait qu'on apprend et qu'on a une immense capacité d'apprentissage. D'ailleurs, petit exemple typique au judo, bon, c'est pas un exemple de Patrick Roux, donc j'espère que je ne me trompe pas, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Si par exemple, dans un combat, on a un partenaire ou un adversaire qui veut nous lancer Seoi, on va pas avoir la même réaction la première fois qu'il le lance que la troisième fois. Et pourtant, on n'a rien appris par cœur dans sa tête. Et en fait, c'est juste qu'on apprend à réagir. On a vu une première fois ce que ça pouvait faire, deux fois, la troisième fois, déjà notre corps, il est déjà en réaction, en adaptation plutôt, aux informations de l'environnement. Alors bien sûr, ça c'est possible de le faire dans un aussi court temps qu'un combat quand on a déjà des années d'apprentissage.
Mais en fait, ça va être pareil au niveau de l'apprentissage du judo. C'est sans cesse en captant l'information qu'on s'adapte et qu'on peut apprendre. Alors vous me direz, si on est déjà capable d'apprendre par ce mécanisme d'adaptation avec la perception de l'information, pourquoi aller se casser la tête avec des nouvelles idées d'entraînement? Ben justement, c'est ce que Patrick Roux explique, notamment en allant s'intéresser aux sciences cognitives, parce que tout simplement, au judo, on n'exploite pas du tout toutes les ressources qu'on a. Et là encore, il cite d'autres sports qui sont très intéressants, et ne serait-ce que par exemple les sports collectifs, bah c'est un exemple parmi de nombreux, mais dans les sports co, il n'hésite pas à asseoir l'équipe face à un tableau Velleda et à leur faire par exemple des schémas de situation pour essayer de trouver des solutions. On va les tester sur le terrain, on revient, on en rediscute, on reteste sur les terrains, etc. Donc là, c'est l'un des exemples, l'une des ressources que les sports co utilisent, c'est tout simplement l'analyse intellectuelle d'une situation, de voir sur un tableau, de la schématiser, pour aller retester sur le terrain. Et ça, nous, on ne le fait pas du tout en judo. D'ailleurs, Patrick Roux cite un dojo à Tokyo qui font plusieurs séances vidéo, d'analyse vidéo par semaine pour tester ensuite les solutions sur le tatami. Et là, je me suis vraiment dit, waouh, ça doit être assez génial. Enfin, moi, j'adorerais. Et d'ailleurs, je crois qu'on est assez tous friands de pouvoir avoir un retour sur nos combats filmés. Les quelques fois où on peut être filmé, quand on a quelqu'un qui peut nous montrer ou nous expliquer ce que d'après lui ne va pas, c'est vrai que ça nous plaît bien. Donc c'est un exemple, mais c'est juste pour dire, pour montrer qu'on peut en fait aller utiliser, exploiter de nombreuses autres ressources et donc inventer beaucoup d'autres situations de travail bien au-delà des uchikomi et des randonnées qu'on fait à chaque séance. D'ailleurs, nouveau petit clin d'œil, toujours aux membres de Judo Couleur, mais c'est le deuxième et le dernier. C'est juste pour dire que la majorité des judokas qui ont intégré le programme Judo Couleur disent que pour eux, c'est un petit peu une révélation que d'avoir des explications, enfin, des schémas, des vidéos ralenties, de tout simplement de ce qu'ils vivent dans leur cours et de pouvoir faire cet aller-retour entre le regard qu'ils portent sur leur cours avec une meilleure compréhension, même parfois ne serait-ce qu'intellectuelle, et puis le test tâtonner, ressentir sur le tatami et revenir nous dans notre groupe Judo Couleur, échanger, s'apercevoir que tiens on n'est pas le seul à vivre ça, il y en a d'autres qui le vivent, on retourne sur le tatami, on reteste, etc. Alors tout ça, ça nous amène logiquement au troisième mot du titre qui est donc l'analyse. Alors l'analyse, qu'est-ce que c'est? Eh bien comme le dit Patrick Roux, on en fait tous un petit peu sans le savoir, après un cours de judo ou après une compétition, lorsqu'on fait pendant des heures le combat ou les combats, ce qu'on aurait dû faire, ce que l'arbitre aurait dû dire, et lui, t'as vu ceci, et lui, t'as vu comment il fait, il a enchaîné ceci, cela. On pourrait dire que l'analyse, là c'est vraiment ma définition, hein, c'est pas ce que Patrick Roux dit, mais c'est la façon dont je résumerai. On pourrait dire que l'analyse, c'est en fait la capacité d'observation avec multiples critères pour en tirer des enseignements et évoluer tant dans sa pratique que dans l'enseignement, bien sûr. Donc, encore une fois, c'est juste ma définition, mais c'est pour annoncer la couleur de ce nouveau paragraphe. Patrick Roux, lui, il prend à nouveau l'exemple d'autres disciplines, comme par exemple la prépa physique, qui est une discipline qui a été extrêmement observée dans le sens où on a fait des études, des recherches, on a établi des protocoles, on a fait même des expériences, etc. Et aujourd'hui, on a une connaissance très pointue de la préparation physique, ce qui permet d'avoir des entraînements hyper adaptés et précis selon les sportifs de profil, les profils de sportifs, selon les objectifs, etc. Et en judo, c'est pas vraiment le cas encore. Et l'un des problèmes que ça pose et que Patrick Roux explique très très bien, c'est que en plus de tout simplement manquer de connaissances précises sur notre discipline, des connaissances qu'on pourrait accroître, comme par exemple avec la recherche en biomécanique, il cite à un moment donné une étude vraiment intéressante qui a été faite par un judoka sur 2 techniques avec plusieurs sportifs de haut niveau où ça a été filmé, tout a été repéré de façon assez précise. Et donc c'est vrai que quand on accroît cette connaissance par exemple d'une technique, ça permet d'être beaucoup plus précis au moment du travail de la technique ou de la correction, etc. Mais en plus de ce manque de connaissances, on a peut-être une vision globale mais on n'a pas forcément tous les détails, donc on n'a pas forcément des conseils précis et adaptés. En plus de ça, le problème de ne pas avoir été suffisamment dans l'analyse comme on a pu le faire par exemple en prépa physique, c'est la question du vocabulaire, de la communication entre le professeur et le judoka ou le coach et son athlète. Parce qu'en fait, de ce fait-là, notre vocabulaire et notre façon de communiquer, elle n'est pas précise, elle n'est pas suffisamment développée et finalement, ça laisse pas mal de place au flou. Patrick Roux cite des phrases qu'on entend tous en randori comme en compétition, tire la manche, pose les mains, déplace-le, sois le premier sur le kimikata. Mais en fait, quand on y pense, c'est des phrases assez généralistes. Et d'ailleurs, posez-vous la question sur les types de phrases que vous entendez, vous,
et qui donc signifie que c'est probablement un domaine où vous avez progressé, est-ce que vous arrivez à exécuter le conseil rapidement? Ben en fait, non, souvent, justement, si on nous le dit, c'est parce qu'on a du mal à le faire, et c'est parce que le conseil est assez généraliste et qu'on a du mal à l'appliquer. Je peux vous donner un exemple précis, déplace le partenaire. Bah, et d'ailleurs, c'est aussi moi un conseil souvent que je donne, déplace le partenaire. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de façons de le déplacer. Il y en a qui vont agir vraiment avec la force des bras, tirer, pousser. Il y en a qui vont peut-être se déplacer eux-mêmes. Il y en a, et c'est m'arrivé souvent, qui déplacent le partenaire, mais dans le mauvais sens. Et en fait, du coup, je donne le dos et c'est moi qui vais me prendre un super balayage. Alors, vous allez me dire, on fait tout ça et c'est par l'erreur qu'on apprend, par la sensation, quand on se sera fait balayer 50, 100 ou 400 fois, on va peut-être corriger son erreur de déplacement. Mais c'est justement là l'objet de ce livre, c'est de dire, bah oui, mais on a le moyen de rendre cet entraînement plus efficace, plus directement au but de ce qu'on veut. Donc autant en profiter. Ça nous fait gagner du temps, ou du moins ça nous en fait moins perdre inutilement. Et ça, c'est super important. D'abord, c'est la devise de Jigoro Kano, l'utilisation optimale de l'énergie. Et en plus, bah, moi, ceux qui me connaissent, vous savez que c'est vraiment mon dada, comment optimiser au maximum l'énergie qu'on donne dans un entraînement pour avoir le maximum de résultats par rapport au travail qu'on fournit. Donc, si j'ai un coach qui a un vocabulaire très précis pour la consigne de me déplacer, laquelle va d'ailleurs certainement se transformer en plusieurs sous-consignes différentes puisqu'on gagne en précision selon les contextes, et que moi, je suis en capacité de comprendre ce vocabulaire parce qu'il est partagé entre nous, parce qu'il y a des études qui ont été faites, parce que ça y est, c'est mis sur la table, on va dire, eh bien, non seulement mon apprentissage va être plus rapide, mais surtout, il va être tellement plus satisfaisant. En fait, on réduit le nombre de « oui, mais j'y arrive pas ». Ça, je suis sûre que ça vous dites ça régulièrement. Celui qui arrive, il vous donne le conseil « oui, mais j'y arrive ». Et nous, on se dit bah, « j'y arrive pas, je comprends pas, pourquoi j'y arrive pas ? Je sais, je comprends ce que tu veux dire dans la tête, mais moi, dans mon corps, ça passe pas ». On se le dit toujours. Et souvent, on comprend pas bien précisément pourquoi on n'y arrive pas. Et je pense que c'est grâce à ce type de méthode et d'approche qu'on va plutôt augmenter les « ah, j'ai compris, je vois exactement de quoi tu parles, ok, je vais travailler ça ». Donc évidemment, il va me falloir quelques séances, voire peut-être quelques mois pour travailler le point en question. Mais néanmoins, je sais exactement ce que je travaille. Et là, c'est génial. On l'a aussi tous vécu. Quand on a compris exactement ce qu'on doit travailler, ce qui cloche, bah, c'est un sentiment de satisfaction super. Et du coup, on est très motivé pour travailler. Donc, l'idée que développe Patrick Roux, c'est que si on sait observer les meilleurs, qui eux vont agir consciemment ou par intuition, peu importe, si on sait observer les meilleurs avec une grille de lecture précise, bien déterminée, dans ce cas-là, on peut alors développer sa connaissance de la logique de jeu. J'ai beaucoup aimé cette expression, vraiment ça m'a beaucoup parlé, la logique de jeu au judo, et toujours développer et adapter cette connaissance à la réalité de ce qu'on observe. Ce qui nous évite au passage, et Patrick Roux précise avec justesse je pense, des a priori. C'est quoi des a priori ? C'est des phrases qu'on a toujours entendues et que donc on répète parce qu'on les a entendues comme ça et qu'on se dit que ça se fait comme ça, mais sans vraiment prendre le temps de vraiment observer si ça se fait comme ça. Et donc Patrick Roux cite un exemple assez flagrant, mais qui malheureusement je pense existe vraiment. C'est le cas d'un coach qui va dire à son athlète ou à son judoka « monte la main, monte la main, monte la main ». Si le judoka il est habitué ou il aime bien faire moroter, en fait son coach est en train de lui casser son judo, tout simplement il l'empêche de lui faire la technique qu'il aime bien, parce qu'on moroter avec une main dans le dos, c'est pas trop possible. C'est d'une bonne intention de la part du coach, lui il a envie de transmettre comment lui il a réussi le judo, comment peut-être lui il a gagné plein de combats, donc c'est vraiment d'une bonne intention, c'est juste qu'il n'a pas la grille et les outils pour observer suffisamment son judoka et son athlète, de 1, et 2, il n'a pas la pédagogie qui est proposée là-dedans, qui est que justement on fait ces allers-retours incessants entre l'expérience et l'analyse pour partir vraiment de ce que vit le judoka. Donc lui, il est juste dans une transmission entre guillemets unilatérale de moi je sais que ça a marché comme ça pour moi, donc je te dis de faire comme ça. Et ça, franchement, moi je le vois, j'ai beaucoup de judokas qui m'aident et je les remercie parce que 9 fois sur 10, c'est des conseils très précieux, mais c'est sûr et certain que c'est toujours des conseils qui leur conviennent à eux, en fait. Enfin, pas toujours, mais la majorité du temps, ils me transmettent comment eux réussissent le judo et c'est à moi d'adapter. J'ai d'ailleurs un exemple qui est peut-être plus parlant que celui que je viens de vous donner sur Moroté et qui m'a énormément marqué. Et d'ailleurs, je m'adresse à tous les professeurs si jamais, au cas où ça vous fait tilt. C'est que moi, je suis gauchère. Et donc, bien sûr, beaucoup de professeurs, surtout quand on est enfant, lorsqu'ils démontrent une technique à droite, prennent le temps de la montrer à gauche. Mais en fait, moi, je me suis aperçue assez rapidement que de transférer ce que je voyais à droite à gauche, c'est pas très compliqué. Parce qu'en fait, très vite, comme je pouvais pas me baser sur droite-gauche, je me suis basée sur revers-manche.
Et d'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, ça devient compliqué pour moi de savoir si une technique est à droite ou à gauche. Pour moi, elle est juste côté manche, côté revers. Du coup, droite-gauche, je me le mélange un peu. En revanche, ce que j'ai mis des années à comprendre, parce que justement, je pense qu'il nous manquait ça, c'est que les professeurs qui sont droitiers, 80% de leurs cours sont sur des situations en garde emboîtée, parce que comme ils sont droitiers et qu'ils rencontrent énormément de droitiers, c'est sûr que 80% de leur judo, c'est de la garde emboîtée. Donc c'est ce qu'ils enseignent, mais ils ne le précisent pas, parce que pour eux, c'est naturel. Et les rares fois où ils vont dire, tiens, on va être en situation de garde opposée, pour les rares fois où ils rencontrent un gaucher, là, ils le précisent. Il dit, si vous êtes en garde opposée, voilà comment on agit. Donc ça, très bien. Pour tous les droitiers, c'est top. Mais pour un gaucher, les gens sont toujours surpris quand je dis « Ah, j'aime pas les gauchers ». On me dit « Bah oui, mais t'es gauchère ». Je dis « Bah oui, mais moi, en tant que gauchère, je rencontre majoritairement des droitiers. Donc pour moi, le judo naturel, c'est un judo de garde opposée. » Sauf que comme ça n'a jamais été formulé, pendant plusieurs années, j'ai voulu appliquer ce qu'on m'enseignait en technique en garde emboîtée sur du randori en garde opposée. Parce que j'avais pas fait le lien, j'avais pas fait la distinction, j'avais pas forcément remarqué que j'étais dans une situation différente. Quand pendant des semaines et des semaines, on nous dit là il faut tourner du côté de la manche, là il faut déséquilibrer de ce sens-là, etc. etc. En fait, moi, j'applique avec mon partenaire et quand je suis en randori, j'essaye de faire la même chose, sauf que ça marche pas du tout puisque je suis en garde opposée. Et je vous assure, encore aujourd'hui, encore il n'y a pas longtemps, en compétition, il y en a un qui s'est évertué à me dire « Mais il faut que tu attrapes la manche d'abord, la manche d'abord ». Et en fait, pour moi, ça n'a pas de sens. En garde opposée, je ne vais pas attraper la manche d'abord vu qu'on est en situation de miroir. Donc, bon, peut-être que c'est possible d'attraper la manche d'abord, mais en tout cas, ce n'est pas du tout mon attitude naturelle. Donc voilà, c'était pour vous citer un exemple précis de quand on n'analyse pas et qu'on est plutôt dans des injonctions qu'on a toujours entendues et que du coup on fait comme on a appris, parfois on passe à côté de choses très importantes. Bon, revenons à nos moutons. Patrick Roux, lui, il propose une grille de lecture en 5 étapes. C'est ce qu'il appelle son modèle Hajime Mate. Parce que c'est un modèle qui a la particularité de s'appliquer sur chaque séquence d'un combat et non sur le combat en entier, même si après évidemment on peut l'appliquer sur le combat en entier, mais là on regarde vraiment chaque séquence entre Hajime et Mate. Donc pour chaque séquence, il y a 5 étapes qu'on regarde, et pour chaque étape, il va détailler des exemples d'analyse qu'on peut faire, avec la référence d'ailleurs à des judokas connus, qui sont dans certaines tactiques très précises, donc ça c'est vraiment génial, parce que c'était vraiment ma partie préférée, non seulement j'avais jamais pris conscience que entre un hajime et un mate, donc sur quelques secondes, on pouvait différencier 5 étapes. Ensuite, donc encore une fois, je vous recommande vraiment la lecture de ce livre. Je ne vais pas vous refaire tout le modèle parce que le but, c'est que vous puissiez avoir le détail. Puis c'est beaucoup, beaucoup mieux expliqué avec des termes plus précis par Patrick Roux que par moi. Mais donc, entre un hajime et un mate, on a donc 5 étapes à repérer. Donc déjà, rien que de les découvrir, pour moi, c'était une révélation. Ensuite, sur chaque étape, il donne plein d'exemples de différences de stratégies, de types de travail. Donc là, c'est aussi génial. Et en plus, parfois, il les associe à des judokas connus, qu'on connaît, et qui sont spécialistes de ce type de tactique. Donc ça parle tout de suite. Et moi, il y a des choses que j'avais jamais vues. Donc c'est vraiment super de se dire « Ah d'accord, lui, il est dans cette tactique-là ». Et sachez que sur les 5 étapes, rien avant même de toucher le kumikata, il y a déjà des stratégies différentes. Donc je vais juste vous donner ça comme exemple pour vous montrer jusqu'à quelle précision on peut aller. Avant même d'aller chercher le kumikata, on s'aperçoit qu'il y a des judokas, donc ça c'est vraiment Patrick qui explique avec comme je disais, des exemples précis, des judokas qui vont être plutôt statiques, d'autres qui vont beaucoup se déplacer. Comment, pourquoi? Il y a des judokas qui vont avoir envie d'aller chercher le kumikata en premier, d'autres qui vont être plutôt à laisser l'autre dévoiler son jeu pour réagir par rapport à ça. Donc il donne tout ce type de détails avant même de prendre le kumikata. Et il fait ça pour les 5 étapes à observer juste entre un hajime et un mate, vous l'avez compris. Donc ça, c'est vraiment génial parce que, en fait, ça permet petit à petit de développer comme un protocole de combat, en fait. Pour moi, en tout cas, ça a complètement changé ma compréhension du jeu que j'ai maintenant envie d'appeler un jeu. Les combats de judo, c'est un jeu. Parce qu'au final, je voyais le combat comme un combat, une unité, voilà, dans laquelle il fallait être fort au kumikata et savoir bien placer sa technique. En gros, pour moi, ça se résumait à ça, hein. Savoir être rapide, être fort. Pour l'ensemble, je savais qu'il fallait quand même un bon mental et de la confiance en soi, donc bon mental en termes de concentration, parce que j'ai bien compris que si on se relâche 1 ou 2 secondes, on peut partir tout de suite. De la confiance aussi, parce que j'ai bien compris que si on partait perdant d'avance, ça marchait pas. Donc pour moi, c'était ça un combat de judo, et du coup,
tout simplement, j'allais travailler là-dedans, faire de mon mieux, travailler encore, faire de mon mieux, choper un conseil de telle personne, mais en même temps, il y a lui qui me dit ça, et lui m'a dit ça aussi, donc j'essaie de faire ma propre soupe, je teste des choses, il y a des choses que je mets de côté parce qu'intuitivement, je me dis que non, ça c'est pas pour moi, ça me correspond pas, et je fais ma soupe à ma sauce, si je puis dire. Après ce livre-là, et bien en fait, c'est comme si le combat de judo, pour moi, s'était totalement élargi et agrandi, et que je voyais plein d'éléments de jeu, de façon très claire et précise, les uns à côté des autres, avec tous les liens possibles, les uns avec les autres. Et là-dedans, j'ai vraiment l'impression que oui, je peux jouer. C'est-à-dire que je me dis que maintenant, c'est à moi de jouer là-dedans, de savoir exactement où je travaille, ce que je teste, à quel moment je travaille juste ça, à quel moment je travaille les liens, à quel moment j'ai envie d'aller travailler ça et encore d'autres liens. Et une fois que je teste des choses, qu'est-ce que je garde? Comment en fait je construis mon jeu? J'ai vraiment cette sensation-là. Et c'est ça l'énorme apport de la méthode proposée ici d'après moi, de ce Hajime Mate modèle. Sachant qu'encore une fois, là, c'est proposé donc entre le Hajime et le Mate. Mais bien sûr, après, le but c'est de le faire entre les différentes séquences aussi d'un même combat. Pour, comme on dit souvent, de façon encore très générale, gérer son combat. Donc là, vraiment, je suis passée d'une grosse masse avec quelques gros éléments difficiles, comme le kumikata, la technique, le sol, à un super terrain de jeu très clair, aussi clair que complexe d'ailleurs. Alors quand je dis complexe, ça ne veut pas dire que c'est difficile ou illisible, ça veut dire que c'est très multiple et très riche. D'un seul coup, je vois mais vraiment plein d'éléments. Et la seule différence, c'est que là, c'est comme si j'ai la carte pour me balader là-dedans, et du coup, c'est vraiment génial. En fait, je me dis, c'est comme quand on voit une grosse montagne et qu'on se dit, bon, ben, je vais y aller tout seul. Et du coup, potentiellement, on se perd, on ne sait pas par où prendre. Ça nous paraît pour le coup vraiment une grosse montagne. Ou je vois toujours cette même grosse montagne et j'ai un guide qui m'y emmène. Et du coup, au fur et à mesure de l'ascension, je vois 1000 choses super belles, les sapins, la neige, les machins, les fleurs. Enfin, en tout cas, je vois tous les détails, mais en sachant toujours exactement où je suis. Et c'est justement un argument important qu'apporte Patrick Roux, très important même, c'est que lorsqu'on sait où on est, eh bien, non seulement on peut progresser plus vite parce qu'on sait où on va aussi, on peut performer mieux, mais ça permet aussi d'avoir des repères solides. Et ça, il en parle très souvent des repères, c'est super important. En tout cas, moi, ça m'a tout de suite parlé. J'ai dit, il me faut absolument ces repères. En compétition, quand on peut se retrouver un petit peu débordé par les émotions, où tout va très vite, voilà, la situation n'est pas la même qu'au club. Eh bien, si on a ces repères précis, on sait à quoi se rattacher. Et franchement, je l'ai déjà essayé en randonnée, ça change tout. Enfin, moi, ça m'a changé les randonnées. Et puis, de ces repères solides, encore une fois, j'y reviens, je l'en parlais au début, ça permet d'avoir un langage commun entre l'enseignant ou le coach et les judokas. Et plus on a la capacité d'échanger avec des termes précis, ces fameux repères, plus on peut recevoir, nous en tant que judoka, mais aussi transmettre en tant qu'enseignant. Les deux sont gagnant-gagnant, je pense. Donc moi, personnellement, je me suis fait mon plan de travail, là, pour les mois qui viennent, parce que j'ai toujours eu l'habitude de prendre quelques notes après mes entraînements, mais là, du coup, j'ai complètement changé le contenu de mes notes parce que je le fais à travers la grille de lecture qui est proposée là, ce qui est vraiment beaucoup plus riche et surtout constructif. En fait, jusqu'à maintenant, quand je prenais mes notes, de temps en temps, si j'avais eu un déclic, j'étais toute contente, donc je notais parce que je voulais que ce déclic s'ancre dans le temps. Là, avec la grille de lecture, et c'est à chaque cours que j'ai des déclics, c'est plus des déclics, c'est juste de la construction. C'est comme si j'avais des nouvelles lunettes en fait. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vrai que ma chance, là je dois le dire, en ce moment, depuis quelques mois, la personne qui s'occupe de moi pour m'aider en compétition, elle fonctionne exactement comme ça. Donc là, je dois dire que c'est génial parce que du coup, il a pris le livre aussi, il l'a lu, et là, du coup, on parle le même langage. Donc c'est vraiment super. Mais ce qui compte aussi énormément, c'est que du coup, tous les enseignants ou les judokas qui m'aident et qui ne m'ont pas lu et qui ne connaissent pas forcément cette grille de lecture, en fait, c'est pas trop grave parce que j'attrape tout ce qu'ils disent, j'attrape et hop, je le mets dans la grille de lecture et je vois où ça se situe et ça m'aide énormément. Alors il nous reste un dernier mot, le mot activité, ce sera la conclusion de cette vidéo et on aura fait tout entraînement cognitif et analyse de l'activité. Bon, ça c'était vraiment mon fil rouge à moi, hein. C'est pas du tout fait en 4 chapitres, la structure du livre n'a rien à voir avec ça, mais moi j'ai trouvé que c'était une bonne façon de résumer cet ouvrage. Pour ce dernier mot, activité, donc sous-entendu l'activité judo bien sûr, eh bien vous l'avez compris, l'idée c'est d'apprendre à analyser cette fameuse activité judo, apprendre à en segmenter les phases, les habiletés, les compétences pour avoir vraiment une compréhension fine de ce qu'est le jeu du judo et pouvoir l'exploiter pleinement dans les entraînements, tout en remettant évidemment chaque élément de compréhension fine
dans la globalité de ce qu'est un combat de judo, où tous les éléments viennent s'imbriquer et sont très liés les uns les autres. Avec tout ça, comme je le disais en introduction, c'est vrai qu'on peut le percevoir un peu comme une méthode révolutionnaire, mais comme je le disais, en tout cas, ça ne met pas du tout de côté l'approche par le système d'attaque, parce qu'en fait, le système d'attaque, il reste évidemment très utile, indispensable, mais l'immense différence, c'est que désormais, ça intègre, le système d'attaque est intégré à la complexité d'un combat. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on nous fait travailler un enchaînement avant-arrière, par exemple, pour son système d'attaque, sur 5 séries de 20 ou 5 séries de 50 ou peu importe, voire même peut-être qu'on nous fait le travailler en déplacement, ça ne veut pas dire qu'on arrive à l'appliquer dans le combat, parce qu'en fait, il faut le timing, il faut la bonne distance, il faut que notre kumikata soit bien placé. Alors bien sûr, à côté, on va aussi travailler le kumikata, on va avoir ces petits bouts, mais en fait, c'est compliqué d'être effectif, d'être opérationnel, d'être efficace en combat par rapport à ce qu'on a travaillé en technique. Alors, on va nous dire souvent, par exemple, mais il faut que tu crées l'opportunité. Ben oui, mais comment je crée l'opportunité? Moi, je sais, ça m'est arrivé en technique, j'arrive à peu près bien de technique, puis en randori, ça passe pas. Et on va me dire ça, crée l'opportunité, oui, mais je fais comment pour créer l'opportunité? Donc, encore une fois, bien sûr, avec des années de pratique, on va finir par ressentir et on va réussir à avoir certaines combinaisons bien placées, qu'on ne sait pas d'ailleurs forcément pourquoi celle-là. Moi, je sais que j'ai 2,5, quasiment 3, on va dire, techniques que j'arrive très bien à placer, dans le bon timing et au bon endroit. Mais ça va être compliqué d'expliquer, mis à part, oui, c'est de la sensation, c'est le bon timing, je peux le faire travailler, mais c'est compliqué d'expliquer parce que ça reste un peu un tout. Et donc, du coup, c'est vraiment l'intérêt de cette méthode, c'est de sortir de cette espèce de tout pour aller, comme je le dis depuis le départ, analyser et pouvoir travailler, par exemple, avec les 5 étapes que je citais. Donc là, je suis très très impatiente parce que ce premier tome, il explique toute la méthode, il explique le pourquoi de la méthode. Comme je voulais dire, situe aussi dans l'historique, donc c'est vraiment, on va dire, la présentation de la méthode dans ce qu'elle est. Mais le deuxième tome, et c'est celui que j'attends avec grande impatience, qui est à la fin que je vais vous montrer, le deuxième tome s'appellera Entraînement cognitif et formation du judoka de 7 à 20 ans. Et donc là, on devine, j'espère que c'est bien ça, qu'on va avoir concrètement entre 7 et 20 ans, maintenant qu'on a compris la méthode, la grille de lecture, le pourquoi, l'efficacité, etc., et bien concrètement, quel type d'exercice de 7 à 20 ans, selon les différentes phases où on est de son apprentissage, on peut travailler. Donc là, j'ai très hâte qu'ils sortent. Voilà, sur ce, je vous laisse avec tous les liens utiles en description, bien sûr, notamment où trouver le livre ou l'acheter. Très bonne lecture. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mettez un petit pouce aussi si ça vous a plu. Allez, ciao!